Une ténébreuse affaire, partie 3 du livre audio, chapitre 3 du roman, un procès politique sous l'Empire. À 34 ans de distance, pendant lesquels il s'est fait 3 grandes révolutions, les vieillards seuls peuvent se rappeler aujourd'hui le tapage inouï produit en Europe par l'enlèvement d'un sénateur de l'Empire français. Aucun procès, si ce n'est ceux de Trumeau, l'épicier de la place Saint-Michel, et celui de la veuve Morin, sous l'Empire. Ceux de Fualdès et de Castin, sous la Restauration. Ceux de Madame Lafarge et Fieschi, sous le gouvernement actuel, n'égala en intérêt et en curiosité celui des jeunes gens accusés de l'enlèvement de Malin. Un pareil attentat contre un membre de son Sénat excita la colère de l'empereur, à qui l'on apprit l'arrestation des délinquants presque en même temps que la perpétration du délit et le résultat négatif des recherches. La forêt fouillée dans ses profondeurs, l'Aube et les départements environnants parcourus dans toute leur étendue, n'offrirent pas le moindre indice du passage ou de la séquestration du comte de Gondreville. Le grand juge, mandé par Napoléon, vint après avoir pris des renseignements auprès du ministre de la police et lui expliqua la position de Malin vis-à-vis des Cimeuses. L'empereur, alors occupé de choses graves, trouva la solution de l'affaire dans les faits antérieurs. « Ces jeunes gens sont fous, dit-il. Un jurisconsulte comme Malin doit revenir sur des actes arrachés par la violence. Surveillez ces nobles, pour savoir comment ils s'y prendront pour relâcher le comte de Gondreville. » Il enjoignit de déployer la plus grande célérité dans une affaire où il vit un attentat contre ses institutions, un fatal exemple de résistance aux effets de la Révolution, une atteinte à la grande question des biens nationaux et un obstacle à cette fusion des partis qui fut la constante occupation de sa politique intérieure. Enfin, il se trouvait joué par ces jeunes gens qui lui avaient promis de vivre tranquillement. « La prédiction de Fouché s'est réalisée !» s'écria-t-il en se rappelant la phrase échappée 2 ans auparavant à son ministre actuel de la police qui ne l'avait dite que sous l'impression du rapport fait par Corentin sur Laurence. On ne peut pas se figurer sous un gouvernement constitutionnel où personne ne s'intéresse à une chose publique, aveugle et muette, ingrate et froide, le zèle qu'un mot de l'empereur imprimait à sa machine politique ou administrative. Cette puissante volonté semblait se communiquer aux choses aussi bien qu'aux hommes. Une fois son mot dit, l'empereur, surpris par la coalition de 1806, oublia l'affaire. Il pensait à de nouvelles batailles à livrer et s'occupait de masser ses régiments pour frapper un grand coup au cœur de la monarchie prussienne. Mais son désir de voir faire prompte justice trouva un puissant véhicule dans l'incertitude qui affectait la position de tous les magistrats de l'Empire. En ce moment, Cambacérès, en sa qualité d'archi-chancelier, et le grand juge Régnier préparaient l'institution des tribunaux de première instance, des cours impériales et de la cour de cassation. Ils agitaient la question des costumes auxquels Napoléon tenait tant et avec tant de raison. Ils revisaient le personnel et recherchaient les restes des parlements abolis. Naturellement, les magistrats du département de l'Aube pensèrent que donner des preuves de zèle dans l'affaire de l'enlèvement du comte de Gondreville serait une excellente recommandation. Les suppositions de Napoléon devinrent alors des certitudes pour les courtisans et pour les masses. La paix régnait encore sur le continent, et l'admiration pour l'empereur était unanime en France. Il cajolait les intérêts, les vanités, les personnes, les choses, enfin tout jusqu'au souvenir. Cette entreprise parut donc à tout le monde une atteinte au bonheur public. Ainsi, les pauvres gentilshommes innocents furent couverts d'un opprobre général. En petit nombre et confinés dans leurs terres, les nobles déploraient cette affaire entre eux, mais pas un n'osait ouvrir la bouche. Comment, en effet, s'opposer au déchaînement de l'opinion publique ? Dans tout le département, on exhumait les cadavres des 11 personnes tuées en 1792 à travers les persiennes de l'hôtel de Saint-Cygne et l'on en accablait les accusés. On craignait que les émigrés enhardis n'exerçassent tous des violences sur les acquéreurs de leurs biens
pour en préparer la restitution en protestant ainsi contre un injuste dépouillement. Ces nobles gens furent donc traités de brigands, de voleurs, d'assassins, et la complicité de Michu leur devint surtout fatale. Cet homme qui avait coupé, lui ou son beau-père, toutes les têtes tombées dans le département pendant la Terreur, était l'objet des contes des plus ridicules. L'exaspération fut d'autant plus vive que Malin avait à peu près placé tous les fonctionnaires de l'Aube. Aucune voix généreuse ne s'éleva pour contredire la voix publique. Enfin, les malheureux n'avaient aucun moyen légal de combattre les préventions, car, en soumettant à des jurés et les éléments de l'accusation et le jugement, le code de Brumaire en 4 n'avait pu donner aux accusés l'immense garantie du recours en cassation pour cause de suspicion légitime. Le surlendemain de l'arrestation, les maîtres et les gens du château de Cinq-Cygnes furent assignés à comparaître devant le jury d'accusation. On laissa Cinq-Cygnes à la garde du fermier, sous l'inspection de l'abbé Gouget et de sa sœur qui s'y établirent. Mademoiselle de Cinq-Cygnes, monsieur et madame d'Hauteserre vinrent occuper la petite maison que possédait Durieux dans un de ces longs et larges faubourgs qui s'étalent autour de la ville de Troyes. Laurence eut le cœur serré quand elle reconnut la fureur des masses, la malignité de la bourgeoisie et l'hostilité de l'administration par plusieurs de ces petits événements qui arrivent toujours aux parents des gens impliqués dans une affaire criminelle, dans les villes de province où elles se jugent. C'est, au lieu de mots encourageants et pleins de compassion, des conversations entendues où éclatent d'affreux désirs de vengeance. Des témoignages de haine à la place des actes de la stricte politesse ou de la réserve ordonnée par la décence, mais surtout un isolement dont s'affectent les hommes ordinaires, et d'autant plus rapidement senti que le malheur excite la défiance. Laurence, qui avait recouvré toute sa force, comptait sur les clartés de l'innocence et méprisait trop la foule pour s'épouvanter de ce silence désapprobateur par lequel on l'accueillait. Elle soutenait le courage de monsieur et madame d'Hauteserre, tout en pensant à la bataille judiciaire qui, d'après la rapidité de la procédure, devait bientôt se livrer devant la cour criminelle. Mais elle allait recevoir un coup auquel elle ne s'attendait point et qui diminua son courage. Au milieu de ce désastre, et par le déchaînement général, au moment où cette famille affligée se voyait comme dans un désert, un homme grandit tout à coup aux yeux de Laurence et montra toute la beauté de son caractère. Le lendemain du jour où l'accusation approuvée par la formule « Oui, il y a lieu » que le chef du jury écrivait au bas de l'acte, fut renvoyée à l'accusateur public et que le mandat d'arrêt décerné contre les accusés eût été converti en une ordonnance de prise de corps, le marquis de Chargeboeuf vint courageusement dans sa vieille calèche au secours de sa jeune parente. Prévoyant la promptitude de la justice, le chef de cette grande famille s'était hâté d'aller à Paris, d'où il amenait l'un des plus rusés et des plus honnêtes procureurs du vieux temps, Bordin, qui devint, à Paris, l'avoué de la noblesse pendant 10 ans et dont le successeur fut le célèbre avoué d'Herville. Ce digne procureur choisit aussitôt pour avocat le petit-fils d'un ancien président du Parlement de Normandie qui se destinait à la magistrature et dont les études s'étaient faites sous sa tutelle. Ce jeune avocat, pour employer une dénomination abolie que l'empereur allait faire revivre, fut en effet nommé substitut du procureur général à Paris après le procès actuel et devint un de nos plus célèbres magistrats. Monsieur de Granville accepta cette défense comme une occasion de débuter avec éclat. À cette époque, les avocats étaient remplacés par des défenseurs officieux. Ainsi, le droit de défense n'était pas restreint, tous les citoyens pouvaient plaider la cause de l'innocence. Mais les accusés n'en prenaient pas moins d'anciens avocats pour se défendre. Le vieux marquis, effrayé des ravages que la douleur avait faits chez Laurence, fut admirable de bon goût et de convenance. Il ne rappela point ses conseils donnés en pure perte. Il présenta Bordin comme un oracle dont les avis devaient être suivis à la lettre, et le jeune de Granville comme un défenseur en qui l'on pouvait avoir une entière confiance. Laurence tendit la main au vieux marquis et lui serra la sienne avec une vivacité qui le charma. « Vous aviez raison, lui dit-elle. »« Voulez-vous maintenant écouter mes conseils ?» demanda-t-il. La jeune comtesse fit, ainsi que monsieur et madame d'Hauteserre,
un signe d'assentiment. « Eh bien, venez dans ma maison. Elle est au centre de la ville, près du tribunal. Vous et vos avocats, vous vous y trouverez mieux qu'ici, où vous êtes entassés et beaucoup trop loin du champ de bataille. Vous auriez la ville à traverser tous les jours. » Laurence accepta. Le vieillard l'emmena, ainsi que madame d'Hauteserre, à sa maison, qui fut celle des défenseurs et des habitants de Cinq-Cygnes, tant que dura le procès. Après le dîner, les portes closes, Bordin se fit raconter exactement par Laurence les circonstances de l'affaire, en la priant de n'omettre aucun détail, quoique déjà quelques-uns des faits antérieurs eussent été dits à Bordin et aux jeunes défenseurs par le marquis durant leur voyage de Paris à Troyes. Bordin écouta, les pieds au feu, sans se donner la moindre importance. Le jeune avocat, lui, ne put s'empêcher de se partager entre son admiration pour mademoiselle de Cinq-Cygnes et l'attention qu'il devait aux éléments de la cause. « Est-ce bien tout ?» demanda Bordin quand Laurence eut raconté les événements du drame tels que ce récit les a présentés jusqu'à présent. « Oui, répondit-elle. » Le silence le plus profond régna pendant quelques instants dans le salon de l'hôtel de Chargeboeuf où se passait cette scène, une des plus graves qui ait lieu durant la vie et une des plus rares aussi. Tout procès est jugé par les avocats avant les juges, de même que la mort du malade est pressentie par les médecins avant la lutte, que les uns soutiendront avec la nature et les autres avec la justice. Laurence, monsieur et madame d'Hauteserre, le marquis, avait les yeux sur la vieille figure noire et profondément labourée par la petite vérole de ce vieux procureur qui allait prononcer des paroles de vie ou de mort. Monsieur d'Hauteserre s'essuya des gouttes de sueur sur le front. Laurence regarda le jeune avocat et lui trouva le visage attristé. « Eh bien, mon cher Bordin, dit le marquis en lui tendant sa tabatière où le procureur puisa d'une façon distraite. Bordin frotta le gras de ses jambes vêtues en gros bas de filoselle noir, car il était en culotte de drap noir et portait un habit qui se rapprochait par sa forme des habits dits à la française. Il jeta son regard malicieux sur ses clients en y donnant une expression craintive, mais il les glaça. « Faut-il vous disséquer cela, dit-il, et vous parlez franchement. »« Mais allez donc, monsieur, dit Laurence. »« Tout ce que vous avez fait de bien se tourne en charge contre vous, lui dit alors le vieux praticien. On ne peut pas sauver vos parents, on ne pourra que faire diminuer la peine. La vente que vous avez ordonné à Michu de faire de ses biens sera prise pour la preuve la plus évidente de vos intentions criminelles sur le sénateur. Vous avez envoyé vos gens exprès à Troyes pour être seuls, et cela sera d'autant plus plausible que c'est la vérité. L'aîné des d'Hauteserre a dit à beau visage un mot terrible qui vous perd tous. Vous en avez dit un autre dans votre cour, qui prouvait longtemps à l'avance vos mauvais vouloirs contre Gondreville. Quant à vous, vous étiez à la grille en observation au moment du coup. Si l'on ne vous poursuit pas, c'est pour ne pas mettre un élément d'intérêt dans l'affaire. La cause n'est pas tenable, dit monsieur de Granville. Elle l'est d'autant moins, reprit Bordin, qu'on ne peut plus dire la vérité. Michu, messieurs de Simeuse et d'Hauteserre doivent s'en tenir tout simplement à prétendre qu'ils sont allés dans la forêt avec vous pendant une partie de la journée et qu'ils sont venus déjeuner à Cinq-Cygnes. Mais si nous pouvons établir que vous y étiez tous à 3 heures, pendant que l'attentat avait lieu, quels sont nos témoins ? Marthe, la femme d'un accusé, les Durieux, Catherine, Jean à votre service, monsieur et madame, père et mère de 2 accusés. Ces témoins sont sans valeur. La loi ne les admet pas contre vous. Le bon sens les repousse en votre faveur. Si, par malheur, vous disiez être allé chercher 1100 000 francs d'or dans la forêt, vous enverriez tous les accusés aux galères comme voleurs. Accusateurs publics, jurés, juges, audience, et la France croirait que vous avez pris cet or à Gondreville et que vous avez séquestré le sénateur pour faire votre coup. En admettant l'accusation telle qu'elle est en ce moment, l'affaire n'est pas claire. Mais, dans sa vérité pure, elle deviendrait limpide. Les jurés expliqueraient par le vol toutes les parties ténébreuses, car royaliste aujourd'hui veut dire brigand.
Le cas actuel présente une vengeance admissible dans la situation politique. Les accusés encourent la peine de mort, mais elle n'est pas déshonorante à tous les yeux, tandis qu'en y mêlant la soustraction des espèces qui ne paraîtra jamais légitime, vous perdrez les bénéfices de l'intérêt qui s'attache à des condamnés à mort quand leur crime paraît excusable. Dans le premier moment, quand vous pouviez montrer vos cachettes, le plan de la forêt, les tuyaux de fer blanc, l'or pour justifier l'emploi de votre journée, il eût été possible de s'en tirer en présence de magistrats impartiaux, mais dans l'état des choses, il faut se taire. Dieu veuille qu'aucun des 6 accusés n'ait compromis la cause, mais nous verrons à tirer parti de leurs interrogatoires. Laurence se tordit les mains de désespoir et leva les yeux au ciel par un regard désolant, car elle aperçut alors, dans toute sa profondeur, le précipice où ses cousins étaient tombés. Le marquis et le jeune défenseur approuvaient le terrible discours de Bordin. Le bonhomme d'Hautesserre pleurait. « Pourquoi ne pas avoir écouté l'abbé Goujet, qui voulait les faire enfuir ?» dit madame d'Hautesserre exaspérée. « Ah !» s'écria l'ancien procureur. « Si vous avez pu les faire sauver, et que vous ne l'ayez pas fait, vous les aurez tués vous-même. La contumace donne du temps. Avec le temps, les innocents éclaircissent les affaires. Celle-ci me semble la plus ténébreuse que j'ai vue de ma vie, pendant laquelle j'en ai cependant bien débrouillé. Elle est inexplicable pour tout le monde, et même pour nous, dit M. de Granville. Si les accusés sont innocents, le coup a été fait par d'autres. 5 personnes ne viennent pas dans un pays comme par enchantement, ne se procurent pas des chevaux ferrés comme ceux des accusés, n'empruntent pas leur ressemblance et ne mettent pas Malin dans une fosse, exprès pour perdre Michu, messieurs d'Hautesserre et de Simeuse. Les inconnus, les vrais coupables, avaient un intérêt quelconque à se mettre dans la peau de ces 5 innocents. Pour les retrouver, pour chercher leurs traces, il nous faudrait, comme au gouvernement, autant d'agents et d'yeux qu'il y a de communes dans un rayon de 20 lieues. « C'est la chose impossible, » dit Bordin. « Il n'y faut même pas songer. Depuis que les sociétés ont inventé la justice, elles n'ont jamais trouvé le moyen de donner à l'innocence accusée un pouvoir égal à celui dont le magistrat dispose contre le crime. La justice n'est pas bilatérale. La défense, qui n'a ni espion ni police, ne dispose pas en faveur de ses clients de la puissance sociale. L'innocence n'a que le raisonnement pour elle. Et le raisonnement, qui peut frapper des juges, est souvent impuissant sur les esprits prévenus des jurés. Le pays est tout entier contre vous. Les 8 jurés qui ont sanctionné l'acte d'accusation étaient des propriétaires de biens nationaux. Nous aurons dans nos jurés de jugement des gens qui seront, comme les premiers, acquéreurs, vendeurs de biens nationaux ou employés. Enfin, nous aurons un jury malin. Aussi, faut-il un système complet de défense. N'en sortez pas, et périssez dans votre innocence. Vous serez condamnés. Nous irons au tribunal de cassation, et nous tâcherons d'y rester longtemps. Si, dans l'intervalle, je puis recueillir des preuves en votre faveur, vous aurez le recours en grâce. Voilà l'anatomie de l'affaire et mon avis. Si nous triomphons, car tout est possible en justice, ce serait un miracle. Mais votre avocat est, parmi tous ceux que je connais, le plus capable de faire ce miracle. Et j'y aiderai. Le sénateur doit avoir la clé de cette énigme, dit alors M. de Granville, car on sait toujours qui nous en veut et pourquoi l'on nous en veut. Je le vois quittant Paris à la fin de l'hiver, venant à Gondreville seul, sans suite, s'y enfermant avec son notaire et se livrant, pour ainsi dire, à 5 hommes qui l'empoignent. Certes, dit Bordin, sa conduite est au moins aussi extraordinaire que la nôtre. Mais comment, à la face d'un pays soulevé contre nous, devenir accusateurs d'accusés que nous étions? Il nous faudrait la bienveillance, le secours du gouvernement, et 1000 fois plus de preuves que dans une situation ordinaire. J'aperçois là de la préméditation, et de la plus raffinée, chez nos adversaires inconnus, qui connaissaient la situation de Michu et des messieurs de Simeuse à l'égard de Malin. Ne pas parler, ne pas voler. Il y a prudence. J'aperçois tout autre chose que des malfaiteurs sous ces masques. Mais dites donc ces choses-là aux jurés qu'on nous donnera. Cette perspicacité dans les affaires privées qui rend certains avocats et certains magistrats si grands
étonnait et confondait Laurence. Elle eut le cœur serré par cette épouvantable logique. « Sur 100 affaires criminelles, dit Bordin, il n'y en a pas 10 que la justice développe dans toute leur étendue, et il y en a peut-être un bon tiers dont le secret lui est inconnu. La vôtre est du nombre de celles qui sont indéchiffrables pour les accusés et pour les accusateurs, pour la justice et pour le public. Quant au souverain, il a d'autres poids à lier qu'à secourir messieurs de Simeuse quand même il n'aurait pas voulu le renverser. Mais qui diable en veut à malin? Et que lui voulait-on » Bordin et M. de Granville se regardèrent. Ils eurent l'air de douter de la véracité de Laurence. Ce mouvement fut pour la jeune fille une des plus cuisantes des 1000 douleurs de cette affaire. Aussi jeta-t-elle aux 2 défenseurs un regard qui tua chez eux tout mauvais soupçon. Le lendemain, la procédure fut remise aux défenseurs qui purent communiquer avec les accusés. Bordin apprit à la famille qu'en gens de bien, les 6 accusés s'étaient bien tenus, pour employer un terme de métier. « Monsieur de Granville défendra Michu, » dit Bordin. « Michu » s'écria monsieur de Chargeboeuf, étonné de ce changement. « Il est le cœur de l'affaire, et là est le danger, » répliqua le vieux procureur. « S'il est le plus exposé, la chose me semble juste, » s'écria Laurence. « Nous apercevons des chances, » dit monsieur de Granville, « et nous allons bien les étudier. Si nous pouvons les sauver, ce sera parce que monsieur d'Hautesserre a dit à Michu de réparer l'un des poteaux de la barrière du chemin creux et qu'un loup a été vu dans la forêt, car tout dépend des débats devant une cour criminelle, et les débats rouleront sur de petites choses que vous verrez devenir immenses. » Laurence tomba dans l'abattement intérieur qui doit mortifier l'âme de toutes les personnes d'action et de pensée, quand l'inutilité de l'action et de la pensée leur est démontrée. Il ne s'agissait plus ici de renverser un homme ou le pouvoir à l'aide de gens dévoués, de sympathies fanatiques enveloppées dans les ombres du mystère. Elle voyait la société tout entière armée contre elle et ses cousins. On ne prend pas à soi seul une prison d'assaut. On ne délivre pas des prisonniers au sein d'une population hostile et sous les yeux d'une police éveillée par la prétendue audace des accusés. Aussi, quand, effrayé de la stupeur de cette noble et courageuse fille que sa physionomie rendait plus stupide encore, le jeune défenseur essaya de relever son courage, lui répondit-elle : « Je me tais, je souffre, et j'attends. » L'accent, le geste et le regard firent de cette réponse une de ces choses sublimes auxquelles il manque un plus vaste théâtre pour devenir célèbre. Quelques instants après, le bonhomme d'Hautesserre disait au marquis de Chargeboeuf : « Me suis-je donné de la peine pour mes 2 malheureux enfants? J'ai déjà refait pour eux près de 8000 livres de rente sur l'État. S'ils avaient voulu servir, ils auraient gagné des grades supérieurs et pourraient aujourd'hui se marier avantageusement. Voilà tous mes plans à volo. »« Comment, lui dit sa femme, pouvez-vous songer à leurs intérêts quand il s'agit de leur honneur et de leur tête ? » Monsieur d'Hautesserre pense à tout, dit le marquis. Pendant que les habitants de Cinq-Cygnes attendaient l'ouverture des débats à la cour criminelle et sollicitaient la permission de voir les prisonniers sans pouvoir l'obtenir, il se passait au château, dans le plus profond secret, un événement de la plus haute gravité. Marthe était revenue à Cinq-Cygnes aussitôt après sa déposition devant le jury d'accusation, qui fut tellement insignifiante qu'elle ne fut pas assignée par l'accusateur public devant la cour criminelle. Comme toutes les personnes d'une excessive sensibilité, la pauvre femme restait assise dans le salon où elle tenait compagnie à mademoiselle Goujet dans un état de stupeur qui faisait pitié. Pour elle, comme pour le curé d'ailleurs, et pour tous ceux qui ne savaient point l'emploi que les accusés avaient fait de la journée, leur innocence paraissait douteuse. Par moments, Marthe croyait que Michu, ses maîtres et Laurence avaient exercé quelque vengeance sur le sénateur. La malheureuse femme connaissait assez le dévouement de Michu pour comprendre qu'il était de tous les accusés le plus en danger, soit à cause de ses antécédents, soit à cause de la part qu'il aurait prise dans l'exécution. L'abbé Goujet, sa sœur et Marthe se perdaient dans les probabilités auxquelles cette opinion donnait lieu. Mais, à force de les méditer,
Ils laissaient leur esprit s'attacher à un sens quelconque. Le doute absolu que demande Descartes ne peut pas plus obtenir dans le cerveau de l'homme que le vide dans la nature, et l'opération spirituelle par laquelle il aurait lieu serait, comme l'effet de la machine pneumatique, une situation exceptionnelle et monstrueuse. En quelque matière que ce soit, on croit à quelque chose. Or, Marthe avait si peur de la culpabilité des accusés que sa crainte équivalait à une croyance. Et cette situation d'esprit lui fut fatale. 5 jours après l'arrestation des gentilshommes, au moment où elle allait se coucher, sur les 10 heures du soir, elle fut appelée dans la cour par sa mère, qui arrivait à pied de la ferme. « Un ouvrier de Troyes veut te parler de la part de Michu, et t'attend dans le chemin creux, dit-elle à Marthe. Toutes deux passèrent par la brèche pour aller au plus court. Dans l'obscurité de la nuit et du chemin, il fut impossible à Marthe de distinguer autre chose que la masse d'une personne qui tranchait sur les ténèbres. « Parlez, madame, afin que je sache si vous êtes bien madame Michu, dit cette personne d'une voix assez inquiète. « Certainement, dit Marthe. Et que me voulez-vous ? Bien, dit l'inconnu. Donnez-moi votre main. N'ayez pas peur de moi. Je viens, ajouta-t-il en se penchant à l'oreille de Marthe, de la part de Michu, vous remettre un petit mot. Je suis un des employés de la prison, et si mes supérieurs s'apercevaient de mon absence, nous serions tous perdus. Fiez-vous à moi. Dans les temps, votre brave père m'a placé là. Aussi, Michu a-t-il compté sur moi. Il mit une lettre dans la main de Marthe et disparut vers la forêt sans attendre de réponse. Marthe eut comme un frisson en pensant qu'elle allait sans doute apprendre le secret de l'affaire. Elle courut à la ferme avec sa mère et s'enferma pour lire la lettre suivante. « Ma chère Marthe, tu peux compter sur la discrétion de l'homme qui t'apportera cette lettre. Il ne sait ni lire ni écrire. C'est un des plus solides républicains de la conspiration de Babeuf. Ton père s'est servi de lui souvent, et il regarde le sénateur comme un traître. Or, ma chère femme, le sénateur a été claquemuré par nous dans le caveau où nous avons déjà caché nos maîtres. Le misérable n'a de vivre que pour 5 jours, et comme il est de notre intérêt qu'il vive, dès que tu auras lu ce petit mot, porte-lui de la nourriture pour au moins 5 jours. La forêt doit être surveillée. Prends autant de précautions que nous en prenions pour nos jeunes maîtres. Ne dis pas un mot à Malin, ne lui parle point, et mets un de nos masques que tu trouveras sur une des marches de la cave. Si tu ne veux pas compromettre nos têtes, tu garderas le silence le plus entier sur le secret que je suis forcé de te confier. Ne dis pas un mot à mademoiselle de Cinq-Signes, qui pourrait canner. Ne crains rien pour moi. Nous sommes certains de la bonne issue de cette affaire, et quand il le faudra, Malin sera notre sauveur. Enfin, dès que cette lettre sera lue, je n'ai pas besoin de te dire de la brûler, car elle me coûterait la tête si l'on envoyait une seule ligne. Je t'embrasse, tant et plus. Michu. L'existence du caveau situé sous l'éminence au milieu de la forêt n'était connue que de Marthe, de son fils, de Michu, des 4 gentilshommes et de Laurence. Du moins Marthe, à qui son mari n'avait rien dit de sa rencontre avec Peyrade et Corentin, devait le croire. Ainsi la lettre, qui d'ailleurs lui parut écrite et signée par Michu, ne pouvait venir que de lui. Certes, si Marthe avait immédiatement consulté sa maîtresse et ses 2 conseils, qui connaissaient l'innocence des accusés, le rusé procureur aurait obtenu quelque lumière sur les perfides combinaisons qui avaient enveloppé ses clients. Mais Marthe, tout à son premier mouvement, comme la plupart des femmes, et convaincue par ces considérations qui lui sautaient aux yeux, jeta la lettre dans la cheminée. Cependant, mue par une singulière illumination de prudence, elle retira du feu le côté de la lettre qui n'était pas détruit. Écrit. Prit les 5 premières lignes, dont le sens ne pouvait compromettre personne, et les cousit dans le bas de sa robe. Assez effrayée de savoir que le patient jeûnait depuis 24 heures, elle voulut lui porter du vin, du pain et de la viande dès cette nuit. Sa curiosité ne lui permettait pas plus que l'humanité de remettre au lendemain. Elle chauffa son four et fit, aidée par sa mère, un pâté de lièvre et de canard, un gâteau de riz, rôtit 2 poulets, prit 3 bouteilles de vin et boulangea elle-même 2 pains ronds. Vers 2h30 du matin, elle se mit en route vers la forêt, portant le tout dans une hotte
et en compagnie de Couraud qui, dans toutes ses expéditions, servait d'éclaireur avec une admirable intelligence. Il flairait des étrangers à des distances énormes, et quand il avait reconnu leur présence, il revenait auprès de sa maîtresse en grondant tout bas, la regardant et tournant son museau du côté dangereux. Marthe arriva sur les 3 heures du matin à la mare, où elle laissa Couraud en sentinelle. Après une demi-heure de travail pour débarrasser l'entrée, elle vint avec une lanterne sourde à la porte du caveau, le visage couvert d'un masque qu'elle avait en effet trouvé sur une marche. La détention du sénateur semblait avoir été préméditée longtemps à l'avance. Un trou d'1 pied carré, que Marthe n'avait pas vu précédemment, se trouvait grossièrement pratiqué dans le haut de la porte en fer qui fermait le caveau. Mais pour que Malin ne pût, avec le temps et la patience dont disposent tous les prisonniers, faire jouer la bande de fer qui barrait la porte, on l'avait assujetti par un cadenas. Le sénateur, qui s'était levé de dessus son lit de mousse, poussa un soupir en apercevant une figure masquée et devina qu'il ne s'agissait pas encore de sa délivrance. Il observa Marthe, autant que le lui permettait la lueur inégale d'une lanterne sourde, et la reconnut à ses vêtements, à sa corpulence et à ses mouvements. Quand elle lui passa le pâté par le trou, il laissa tomber le pâté pour lui saisir les mains, et avec une excessive prestesse, il essaya de lui ôter du doigt 2 anneaux, son alliance et une petite bague donnée par mademoiselle de 5 Cygnes. « Vous ne nierez pas que ce ne soit vous, ma chère madame Michu, dit-il. Marthe ferma le poing aussitôt qu'elle sentit les doigts du sénateur et lui donna un coup vigoureux dans la poitrine. Puis, sans mot dire, elle alla couper une baguette assez forte, au bout de laquelle elle tendit au sénateur le reste des provisions. « Que veut-on de moi » dit-il. Marthe se sauva sans répondre. En revenant chez elle, elle se trouva, sur les 5 heures, à la lisière de la forêt et fut prévenue par Couraud de la présence d'un importun. Elle rebroussa chemin et se dirigea vers le pavillon qu'elle avait habité si longtemps, mais quand elle déboucha dans l'avenue, elle fut aperçue de loin par le garde champêtre de Gondreville. Elle prit alors le parti d'aller droit à lui. « Vous êtes bien matinale, madame Michu ?» lui dit-il en l'accostant. « Nous sommes si malheureux, » répondit-elle, « que je suis forcée de faire l'ouvrage d'une servante. Je vais à Bellache y chercher des graines. »« Vous n'avez donc point de graines à 5 Cygnes ?» dit le garde. Marthe ne répondit pas. Elle continua sa route et, en arrivant à la ferme de Bellache, elle pria Beauvisage de lui donner plusieurs graines pour semences, en lui disant que M. d'Hautesserre lui avait recommandé de les prendre chez lui pour renouveler ses espèces. Quand Marthe fut partie, le garde de Gondreville vint à la ferme savoir ce que Marthe y était allée chercher. 6 jours après, Marthe, devenue prudente, alla dès minuit porter les provisions afin de ne pas être surprise par les gardes qui surveillaient évidemment la forêt. Après avoir porté pour la 3e fois des vivres au sénateur, elle fut saisie d'une sorte de terreur en entendant lire par le curé les interrogatoires publics des accusés, car alors les débats étaient commencés. Elle prit l'abbé Goujet à part, et après lui avoir fait jurer qu'il lui garderait le secret sur ce qu'elle allait lui dire comme s'il s'agissait d'une confession, elle lui montra les fragments de la lettre qu'elle avait reçue de Michu, en lui en disant le contenu, et l'initia au secret de la cachette où se trouvait le sénateur. Le curé demanda sur-le-champ à Marthe si elle avait des lettres de son mari pour pouvoir comparer les écritures. Marthe alla chez elle à la ferme, où elle trouva une assignation pour comparaître comme témoin à la cour. Quand elle revint au château, l'abbé Goujet et sa sœur étaient également assignés à la requête des accusés. Ils furent donc obligés de se rendre aussitôt à Troyes. Ainsi, tous les personnages de ce drame, et même ceux qui n'en étaient en quelque sorte que les comparses, se trouvèrent réunis sur la scène où les destinées des 2 familles se jouaient alors. Il est très peu de localités en France où la justice emprunte aux choses ce prestige qui devrait toujours l'accompagner. Après la religion et la royauté, n'est-elle pas la plus grande machine des sociétés ? Partout, et même à Paris, la mesquinerie du local, la mauvaise disposition des lieux et le manque de décor chez la nation la plus vaniteuse et la plus théâtrale, en fait de monuments qui soient aujourd'hui, diminuent l'action de cet énorme pouvoir. L'arrangement est le même dans presque toutes les villes. Au fond de quelques longues salles carrées, on voit un bureau couvert en serge verte
élevé sur une estrade, derrière lequel s'asseyent les juges dans des fauteuils vulgaires. À gauche, le siège de l'accusateur public et, de son côté, le long de la muraille, une longue tribune garnie de chaises pour les jurés. En face des jurés s'étend une autre tribune où se trouve un banc pour les accusés et pour les gendarmes qui les gardent. Le greffier se place au bas de l'estrade, auprès de la table où se déposent les pièces à conviction. Avant l'institution de la justice impériale, le commissaire du gouvernement et le directeur du jury avaient chacun un siège et une table, l'un à droite, l'autre à gauche, du bureau de la cour. 2 huissiers voltigent dans l'espace qu'on laisse devant la cour pour la comparution des témoins. Les défenseurs se tiennent au bas de la tribune des accusés. Une balustrade en bois réunit les 2 tribunes vers l'autre bout de la salle et forme une enceinte où se mettent des bancs pour les témoins entendus et pour les curieux privilégiés. Puis, en face du tribunal, au-dessus de la porte d'entrée, il existe toujours une méchante tribune réservée aux autorités et aux femmes choisies du département par le président, à qui appartient la police de l'audience. Le public non privilégié se tient debout dans l'espace qui reste entre la porte de la salle et la balustrade. Cette physionomie normale des tribunaux français et des cours d'assises actuelles était celle de la cour criminelle de Troyes. En avril 1806, ni les 4 juges et le président qui composaient la cour, ni l'accusateur public, ni le directeur du jury, ni le commissaire du gouvernement, ni les huissiers, ni les défenseurs, personne, excepté les gendarmes, n'avait de costume, ni de marque distinctive qui relevât la nudité des choses et l'aspect assez maigre des figures. Le crucifix manquait, et ne donnait son exemple ni à la justice, ni aux accusés. Tout était triste et vulgaire. L'appareil, si nécessaire à l'intérêt social, est peut-être une consolation pour le criminel. L'empressement du public fut ce qu'il a été, ce qu'il sera dans toutes les occasions de ce genre, tant que les mœurs ne seront pas réformées, tant que la France n'aura pas reconnu que l'admission du public à l'audience n'emporte pas la publicité, que la publicité donnée au débat constitue une peine tellement exorbitante que si le législateur avait pu la soupçonner, il ne l'aurait pas infligée. Les mœurs sont souvent plus cruelles que les lois. Les mœurs, c'est les hommes, mais la loi, c'est la raison d'un pays. Les mœurs, qui n'ont souvent pas de raison, l'emportent sur la loi. Il se fit des attroupements autour du palais. Comme dans tous les procès célèbres, le président fut obligé de faire garder les portes par des piquets de soldats. L'auditoire, qui restait debout derrière la balustrade, était si pressé qu'on y étouffait. M. de Granville, qui défendait Michu, Bordin, le défenseur de messieurs de Simeuse, et un avocat de Troyes qui plaidait pour messieurs d'Hautesserre et Gothard, les moins compromis des 6 accusés, furent à leur poste avant l'ouverture de la séance, et leurs figures respiraient la confiance. De même que le médecin ne laisse rien voir de ses appréhensions à son malade, de même l'avocat montre toujours une physionomie pleine d'espoir à son client. C'est un de ces rares cas où le mensonge devient vertu. Quand les accusés entrèrent, il s'éleva de favorables murmures à l'aspect des 4 jeunes gens qui, après 20 jours de détention passés dans l'inquiétude, avaient un peu pâli. La parfaite ressemblance des jumeaux excita l'intérêt le plus puissant. Peut-être chacun pensait-il que la nature devait exercer une protection spéciale sur l'une de ses plus curieuses raretés, et tout le monde était tenté de réparer l'oubli du destin envers eux. Leur contenance noble, simple et sans la moindre marque de honte, mais aussi sans bravade, toucha beaucoup les femmes. Les 4 gentilshommes et Gothard se présentaient avec le costume qu'ils portaient lors de leur arrestation. Mais Michu, dont les habits faisaient partie des pièces à conviction, avait mis ses meilleurs habits, une redingote bleue, un gilet de velours brun à la Robespierre et une cravate blanche. Le pauvre homme paya le loyer de sa mauvaise mine. Quand il jeta son regard jaune, clair et profond sur l'assemblée, qui laissa échapper un mouvement, on lui répondit par un murmure d'horreur. L'audience voulut voir le doigt de Dieu dans sa comparution sur le banc des accusés, où son beau-père avait fait asseoir tant de victimes. Cet homme, vraiment grand, regarda ses maîtres en réprimant un sourire d'ironie. Il eut l'air de leur dire «
Je vous fais tort. » Ces 5 accusés échangèrent des saluts affectueux avec leurs défenseurs. Gothard faisait encore l'idiot. Après les récusations exercées avec sagacité par les défenseurs, éclairés sur ce point par le marquis de Chargeboeuf assis courageusement auprès de Bordin et de monsieur de Granville, quand le jury fut constitué, l'acte d'accusation lu, les accusés furent séparés pour procéder à leurs interrogatoires. Tous répondirent avec un remarquable ensemble. Après être allés le matin se promener à cheval dans la forêt, ils étaient revenus à 1 heure pour déjeuner à 5 cygnes. Après le repas, de 3 heures à 5h30, ils avaient regagné la forêt. Tel fut le fond commun à chaque accusé, dont les variantes découlèrent de leur position spéciale. Quand le président pria messieurs de Simeuse de donner les raisons qui les avaient fait sortir de si grand matin, l'un et l'autre déclarèrent que, depuis leur retour, ils pensaient à racheter Gondreville, et que, dans l'intention de traiter avec Malin, arrivé la veille, ils étaient sortis avec leur cousine et Michu afin d'examiner la forêt pour baser des offres. Pendant ce temps-là, messieurs d'Hautesserre, leur cousine et Gothard avaient chassé un loup que les paysans avaient aperçu. Si le directeur du jury eût recueilli les traces de leurs chevaux dans la forêt avec autant de soin que celles des chevaux qui avaient traversé le parc de Gondreville, on aurait eu la preuve de leur course en des parties bien éloignées du château. L'interrogatoire de messieurs d'Hautesserre confirma celui de messieurs de Simeuse et se trouvait en harmonie avec leurs dires dans l'instruction. La nécessité de justifier leur promenade avait suggéré à chaque accusé l'idée de l'attribuer à la chasse. Des paysans avaient signalé, quelques jours auparavant, un loup dans la forêt, et chacun d'eux s'en fit un prétexte. Cependant, l'accusateur public releva des contradictions entre les premiers interrogatoires, où messieurs d'Hautesserre disaient avoir chassé tous ensemble, et le système adopté à l'audience qui laissait messieurs d'Hautesserre et Laurence chassant, tandis que messieurs de Simeuse auraient évalué la forêt. Monsieur de Granville fit observer que le délit n'ayant été commis que de 2 heures à 5h30, les accusés devaient être crus quand ils expliquaient la manière dont ils avaient employé la matinée. L'accusateur répondit que les accusés avaient intérêt à cacher les préparatifs pour séquestrer le sénateur. L'habileté de la défense apparut alors à tous les yeux. Les juges, les jurés, l'audience comprirent bientôt que la victoire allait être chaudement disputée. Bordin et monsieur de Granville semblaient avoir tout prévu. L'innocence doit un compte clair et plausible de ses actions. Le devoir de la défense est donc d'opposer un roman probable au roman improbable de l'accusation. Pour le défenseur qui regarde son client comme innocent, l'accusation devient une fable. L'interrogatoire public des 4 gentilshommes expliquait suffisamment les choses en leur faveur. Jusque-là, tout allait bien. Mais l'interrogatoire de Michu fut plus grave et engagea le combat. Chacun comprit alors pourquoi M. de Granville avait préféré la défense du serviteur à celle des maîtres. Michu avoua ses menaces à Marion, mais il démentit la violence qu'on leur prêtait. Quant au guet-apens sur Malin, il dit qu'il se promenait tout uniment dans le parc. Le sénateur et M. Grévin pouvaient avoir eu peur en voyant la bouche du canon de son fusil et lui supposer une position hostile quand elle était inoffensive. Il fit observer que le soir, un homme qui n'a pas l'habitude de la chasse peut croire le fusil dirigé sur lui, tandis qu'il se trouve sur l'épaule au repos. Pour justifier l'état de ses vêtements lors de son arrestation, il dit s'être laissé tomber dans la brèche en retournant chez lui. N'y voyant plus clair pour la gravir, je me suis en quelque sorte, dit-il, colleté avec les pierres qui éboulaient sous moi quand je m'en aidais pour monter le chemin creux. Quant au plâtre que Gothard lui apportait, il répondit, comme dans tous ses interrogatoires, qu'il avait servi à sceller un des poteaux de la barrière du chemin creux. L'accusateur public et le président lui demandèrent d'expliquer comment il était à la fois et dans la brèche au château et en haut du chemin creux à sceller un poteau à la barrière, surtout quand le juge de paix, les gendarmes et le garde champêtre déclaraient l'avoir entendu venir d'en bas. Michu dit que M. d'Hautesserre lui avait fait des reproches de ne pas avoir exécuté cette petite réparation à laquelle il tenait à cause des difficultés que ce chemin pouvait susciter avec la commune. Il était donc allé lui annoncer le rétablissement de la barrière.
M. d'Hautesserre avait effectivement fait poser une barrière en haut du chemin creux pour empêcher que la commune ne s'en emparât. En voyant quelle importance prenait l'état de ses vêtements et le plâtre, dont l'emploi n'était pas niable, Michu avait inventé ce subterfuge. Si, en justice, la vérité ressemble souvent à une fable, la fable aussi ressemble beaucoup à la vérité. Le défenseur et l'accusateur attachèrent l'un et l'autre un grand prix à cette circonstance, qui devint capitale et par les efforts du défenseur et par les soupçons de l'accusateur. À l'audience, Gothard, sans doute éclairé par M. de Granville, avoua que Michu l'avait prié de lui apporter des sacs de plâtre, car jusqu'alors il s'était toujours mis à pleurer quand on le questionnait. « Pourquoi, ni vous ni Gothard, n'avez-vous pas aussitôt mené le juge de paix et le garde champêtre à cette barrière ?» demanda l'accusateur public. « Je n'ai jamais cru qu'il pouvait s'agir contre nous d'une accusation capitale, » dit Michu. On fit sortir tous les accusés, à l'exception de Gothard. Quand Gothard fut seul, le président l'adjura de dire la vérité dans son intérêt, en lui faisant observer que sa prétendue idiotie avait cessé. Aucun des jurés ne le croyait imbécile. En se taisant devant la cour, il pouvait encourir des peines graves. Tandis qu'en disant la vérité, vraisemblablement, il serait hors de cause. Gothard pleura, chancela, puis il finit par dire que Michu l'avait prié de lui porter plusieurs sacs de plâtre. Mais chaque fois, il l'avait rencontré devant la ferme. On lui demanda combien il avait apporté de sacs. « 3, répondit-il. Un débat s'établit entre Gothard et Michu pour savoir si c'était 3, en comptant celui qui lui apportait au moment de l'arrestation, ce qui réduisait les sacs à 2, ou 3, outre le dernier. Ce débat se termina en faveur de Michu. Pour les jurés, il n'y eut que 2 sacs employés. Mais il paraissait avoir déjà une conviction sur ce point. Bordin et M. de Granville jugèrent nécessaire de les rassasier de plâtre et de les si bien fatiguer qu'ils n'y comprissent plus rien. M. de Granville présenta des conclusions tendant à ce que des experts fussent nommés pour examiner l'état de la barrière. « Le directeur du jury, dit le défenseur, s'est contenté d'aller visiter les lieux, moins pour y faire une expertise sévère que pour y voir un subterfuge de Michu. Mais il a failli, selon nous, à ses devoirs, et sa faute doit nous profiter. » La cour commit, en effet, des experts pour savoir si l'un des poteaux de la barrière avait été récemment scellé. De son côté, l'accusateur public voulut avoir gain de cause sur cette circonstance avant l'expertise. « Vous auriez, dit-il à Michu, choisi l'heure à laquelle il ne fait plus clair, de 5h30 à 6h30, pour sceller la barrière à vous seul ?» Monsieur d'Hautesserre m'avait grondé. « Mais, dit l'accusateur public, si vous avez employé le plâtre à la barrière, vous vous êtes servi d'une auge et d'une truelle. Or, si vous êtes venu dire si promptement à M. d'Hautesserre que vous aviez exécuté ses ordres, il vous est impossible d'expliquer comment Gothard vous apportait encore du plâtre. Vous avez dû passer devant votre ferme, et alors vous avez dû déposer vos outils et prévenir Gothard. » Ces arguments foudroyants produisirent un silence horrible dans l'auditoire. « Allons, avouez-le, reprit l'accusateur, ce n'est pas un poteau que vous avez enterré. »« Croyez-vous donc que ce soit le sénateur ?» dit Michu d'un air profondément ironique. M. de Granville demanda formellement à l'accusateur public de s'expliquer sur ce chef. Michu était accusé d'enlèvement, de séquestration, et non pas de meurtre. Rien de plus grave que cette interpellation. Le code de Brumaire, en 4, défendait à l'accusateur public d'introduire aucun chef nouveau dans les débats. Il devait, à peine de nullité, s'en tenir au terme de l'acte d'accusation. L'accusateur public répondit que Michu, principal auteur de l'attentat, et qui, dans l'intérêt de ses maîtres, avait assumé toute la responsabilité sur sa tête, pouvait avoir eu besoin de condamner l'entrée du lieu encore inconnu où gémissait le sénateur. Pressé de questions, harcelé devant Gothard, mis en contradiction avec lui-même, Michu frappa sur l'appui de la tribune aux accusés à un grand coup de poing et dit « Je ne suis pour rien dans l'enlèvement du sénateur. J'aime à croire que ses ennemis l'ont simplement enfermé.
Mais s'il reparaît, vous verrez que le plâtre n'a pu y servir de rien. » « Bien, » dit l'avocat en s'adressant à l'accusateur public. « Vous avez plus fait pour la défense de mon client que tout ce que je pouvais dire. » La première audience fut levée sur cette audacieuse allégation qui surprit les jurés et donna l'avantage à la défense. Aussi les avocats de la ville et Bordin félicitèrent-ils le jeune défenseur avec enthousiasme. L'accusateur public, inquiet de cette assertion, craignit d'être tombé dans un piège. Et il avait en effet donné dans un panneau très habilement tendu par les défenseurs, et pour lequel Gothard venait de jouer admirablement son rôle. Les plaisants de la ville dirent qu'on avait replâtré l'affaire, que l'accusateur public avait gâché sa position et que les cimeuses devenaient blancs comme plâtre. En France, tout est du domaine de la plaisanterie. Elle y est la reine. On plaisante sur l'échafaud, à la Bérésina, aux barricades, et quelques Français plaisantera sans doute aux grandes assises du jugement dernier. Le lendemain, on entendit les témoins à charge. Madame Marion, Madame Grévin, le valet de chambre du sénateur, Violette, dont les dépositions peuvent être facilement comprises d'après les événements. Tous reconnurent les 5 accusés avec plus ou moins d'hésitation relativement aux 4 gentilshommes, mais avec certitude quant à Michu. Beauvisage répéta le propos échappé à Robert d'Hauteserre. Le paysan, venu pour acheter le veau, redit la phrase de mademoiselle de Cinq-Signes. Les experts, entendus, confirmèrent leur rapport sur la confrontation de l'empreinte des fers avec ceux des chevaux des 4 gentilshommes qui, selon l'accusation, étaient absolument pareils. Cette circonstance fut naturellement l'objet d'un débat violent entre M. de Granville et l'accusateur public. Le défenseur prit à partie le maréchal Ferrand de Cinq-Signes et réussit à établir au débat que des fers semblables avaient été vendus quelques jours auparavant à des individus étrangers au pays. Le maréchal déclara d'ailleurs qu'il ne ferait pas seulement de cette manière les chevaux du château de Cinq-Signes, mais beaucoup d'autres dans le canton. Enfin, le cheval, dont se servait habituellement Michu, par extraordinaire, avait été ferré à Troyes, et l'empreinte de ce fer ne se trouvait point parmi celles constatées dans le parc. « Le sosie de Michu ignorait cette circonstance, » dit M. de Granville, en regardant les jurés. « Et l'accusation n'a pas établi que nous nous soyons servis d'un des chevaux du château. » Il foudroya d'ailleurs la déposition de Violette en ce qui concernait la ressemblance des chevaux, vus de loin et par derrière. Malgré les incroyables efforts du défenseur, la masse des témoignages positifs accabla Michu. L'accusateur, l'auditoire, la cour et les jurés sentaient tous, comme l'avait pressenti la défense, que la culpabilité du serviteur entraînait celle des maîtres. Bordin avait bien deviné le nœud du procès en donnant M. de Granville pour défenseur à Michu. Mais la défense avouait ainsi ses secrets. Aussi, tout ce qui concernait l'ancien régisseur de Gondreville était-il d'un intérêt palpitant. La tenue de Michu fut d'ailleurs superbe. Il déploya dans ses débats toute la sagacité dont l'avait doué la nature. Et, à force de le voir, le public reconnut sa supériorité. Mais, chose étonnante, cet homme en parut plus certainement l'auteur de l'attentat. Les témoins à décharge, moins sérieux que les témoins à charge, aux yeux des jurés et de la loi, parurent faire leur devoir et furent écoutés en manière d'acquis de conscience. D'abord, ni Marthe, ni monsieur et madame d'Hauteserre ne prêtèrent serment. Puis Catherine et les Durieux, en leur qualité de domestiques, se trouvèrent dans le même cas. Monsieur d'Hauteserre dit effectivement avoir donné l'ordre à Michu de replacer le poteau renversé. La déclaration des experts qui lurent en ce moment leur rapport confirma la déposition du vieux gentilhomme. Mais ils donnèrent aussi gain de cause au directeur du jury en déclarant qu'il leur était impossible de déterminer l'époque à laquelle ce travail avait été fait. Il pouvait, depuis, s'être écoulé plusieurs semaines, tout aussi bien que 20 jours. L'apparition de mademoiselle de Cinq-Signes excita la plus vive curiosité. Mais en revoyant ses cousins sur le banc des accusés après 23 jours de séparation, elle éprouva des émotions si violentes qu'elle eut l'air coupable. Elle sentit un effroyable désir d'être à côté des jumeaux et fut obligée, dit-elle plus tard, d'user de toute sa force pour réprimer la fureur qui la portait
a tué l'accusateur public, afin d'être, aux yeux du monde, criminelle avec eux. Elle raconta naïvement qu'en revenant à Cinq-Signes et voyant de la fumée dans le parc, elle avait cru à un incendie. Pendant longtemps, elle avait pensé que cette fumée provenait de mauvaises herbes. Cependant, dit-elle, je me suis souvenue plus tard d'une particularité que je livre à l'attention de la justice. J'ai trouvé dans les brandebourgs de mon Amazone et dans les plis de ma collerette des débris semblables à ceux de papier brûlé emportés par le vent. La fumée était-elle considérable ? Demanda Bordin. Oui, dit mademoiselle de Cinq-Signes, je croyais à un incendie. Ceci peut changer la face du procès, dit Bordin. Je requiers la Cour d'ordonner une enquête immédiate des lieux où l'incendie a eu lieu. Le président ordonna l'enquête. Grévin, rappelé sur la demande des défenseurs et interrogé sur cette circonstance, déclara ne rien savoir à ce sujet. Mais entre Bordin et Grévin, il y eut des regards échangés qui les éclairèrent mutuellement. « Le procès est là, » se dit le vieux procureur. « Ils y sont, » pensa le notaire. Mais, de part et d'autre, les deux fins matois pensèrent que l'enquête était inutile. Bordin se dit que Grévin serait discret comme un mur, et Grévin s'applaudit d'avoir fait disparaître les traces de l'incendie. Pour vider ce point, accessoire dans les débats et qui paraît puéril, mais capital dans la justification que l'histoire doit à ces jeunes gens, les experts et pigouds, commis pour la visite du parc, déclarèrent n'avoir remarqué aucune place où il exista des marques d'incendie. Bordin fit assigner 2 ouvriers qui déposèrent avoir labouré, par les ordres du garde, une portion du pré dont l'herbe était brûlée. Mais ils dirent n'avoir point observé de quelle substance provenaient les cendres. Le garde, rappelé sur l'invitation des défenseurs, dit avoir reçu du sénateur, au moment où il avait passé par le château pour aller voir la mascarade d'Arcy, l'ordre de labourer cette partie du pré que le sénateur avait remarqué le matin en se promenant. « Y avait-on brûlé des herbes ou des papiers ?»« Je n'ai rien vu qui pût faire croire qu'on ait brûlé des papiers, » répondit le garde. « Enfin, dirent les défenseurs, si l'on y a brûlé des herbes, quelqu'un a dû les y apporter et y mettre le feu. » La déposition du curé de Cinq-Signes et celle de mademoiselle Goujet firent une impression favorable. En sortant de Vêpres et se promenant vers la forêt, ils avaient vu les gentilshommes et Michu à cheval sortant du château et se dirigeant sur la forêt. La position, la moralité de l'abbé Goujet donnaient du poids à ces paroles. La plaidoirie de l'accusateur public, qui se croyait certain d'obtenir une condamnation, fut ce que sont ces sortes de réquisitoires. Les accusés étaient d'incorrigibles ennemis de la France, des institutions et des lois. Ils avaient soif de désordre. Quoiqu'ils eussent été mêlés aux attentats contre la vie de l'empereur et qu'ils fissent partie de l'armée de Condé, ce magnanime souverain les avait rayés de la liste des émigrés. Voilà le loyer qu'ils payaient à sa clémence. Enfin, toutes les déclamations oratoires qui se sont répétées au nom des Bourbons contre les bonapartistes, qui se répètent aujourd'hui contre les républicains et les légitimistes au nom de la branche cadette. Ces lieux communs, qui auraient un sens chez un gouvernement fixe, paraîtront au moins comiques quand l'histoire les trouvera semblables à toutes les époques dans la bouche du ministère public. On peut en dire ce mot fourni par des troubles plus anciens. L'enseigne est changée, mais le vin est toujours le même. L'accusateur public, qui fut d'ailleurs un des procureurs généraux les plus distingués de l'Empire, attribua le délit à l'intention prise par les immigrés rentrés de protester contre l'occupation de leurs biens. Il fit assez bien frémir l'auditoire sur la position du sénateur, puis il massa les preuves, les semi-preuves, les probabilités, avec un talent que stimulait la récompense certaine de son zèle, et il s'assit tranquillement en attendant le feu des défenseurs. Monsieur de Granville ne plaida jamais que cette cause criminelle, mais elle lui fit un nom. D'abord, il trouva pour son plaidoyer cet entrain d'éloquence que nous admirons aujourd'hui chez Berryer. Puis, il avait la conviction de l'innocence des accusés, ce qui est un des plus puissants véhicules de la parole. Voici les points principaux de sa défense, rapportés en entier par les journaux du temps. D'abord, il rétablit sous son vrai jour la vie de Michu. Ce fut un beau récit où sonnèrent les plus grands sentiments et qui réveilla bien des sympathies.
En se voyant réhabilité par une voix éloquente, il y eut un moment où des pleurs sortirent des yeux jaunes de Michu et coulèrent sur son terrible visage. Il apparut alors ce qu'il était réellement, un homme simple et rusé comme un enfant, mais un homme dont la vie n'avait eu qu'une pensée. Il fut soudain expliqué, surtout par ses pleurs qui produisirent un grand effet sur le jury. L'habile défenseur saisit ce mouvement d'intérêt pour entrer dans la discussion des charges. « Où est le corps du délit ? Où est le sénateur ? demanda-t-il. « Vous nous accusez de l'avoir claquemuré, scellé même avec des pierres et du plâtre. Mais alors, nous savons seuls où il est. Et comme vous nous tenez en prison depuis 23 jours, il est mort faute d'aliments. Nous sommes des meurtriers. Et vous ne nous avez pas accusés de meurtre. Mais Sylvie, nous avons des complices. Si nous avions des complices, et si le sénateur est vivant, ne le ferions-nous donc point paraître ? Les intentions que vous nous supposez, une fois manquées, aggraverions-nous inutilement notre position ? Nous pourrions nous faire pardonner, par notre repentir, une vengeance manquée. Et nous persisterions à détenir un homme de qui nous ne pouvons rien obtenir ? N'est-ce pas absurde ? Remportez votre plâtre, son effet est manqué, dit-il à l'accusateur public, car nous sommes ou d'imbéciles criminels, ce que vous ne croyez pas, ou des innocents, victimes de circonstances inexplicables pour nous comme pour vous. Vous devez bien plutôt chercher la masse de papier qui s'est brûlée chez le sénateur et qui révèle des intérêts plus violents que les vôtres, et qui vous rendrait compte de son enlèvement. Il entra dans ces hypothèses avec une habileté merveilleuse. Il insista sur la moralité des témoins à des charges, dont la foi religieuse était vive, qui croyaient à un avenir, à des peines éternelles. Il fut sublime en cet endroit et sut émouvoir profondément. « Et quoi, dit-il, ces criminels dînent tranquillement en apprenant par leur cousine l'enlèvement du sénateur ? Quand l'officier de gendarmerie leur suggère les moyens de tout finir, ils se refusent à rendre le sénateur, ils ne savent ce qu'on leur veut. » Il fit alors pressentir une affaire mystérieuse dont la clé se trouvait dans les mains du temps, qui dévoilerait cette injuste accusation. Une fois sur ce terrain, il eut l'audacieuse et ingénieuse adresse de se supposer juré. Il raconta sa délibération avec ses collègues. Il se représenta comme tellement malheureux si, ayant été cause de condamnation cruelle, l'erreur venait à être reconnue. Il peignit si bien ses remords et revint sur les doutes que le plaidoyer lui donnerait avec tant de force qu'il laissa les jurés dans une horrible anxiété. Les jurés n'étaient pas encore blasés sur ces sortes d'allocutions. Elles eurent alors le charme des choses neuves, et le jury fut ébranlé. Après le chaud plaidoyer de M. de Granville, les jurés eurent à entendre le fin et spécieux procureur qui multiplia les considérations, fit ressortir toutes les parties ténébreuses du procès et le rendit inexplicable. Il s'y prit de manière à frapper l'esprit et la raison, comme M. de Granville avait attaqué le cœur et l'imagination. Enfin, il sut entortiller les jurés avec une conviction si sérieuse que l'accusateur public vit son échafaudage en pièces. Ce fut si clair que l'avocat de messieurs d'Hautesserre et de Gothard s'en remit à la prudence des jurés, en trouvant l'accusation abandonnée à leur égard. L'accusateur demanda de remettre au lendemain pour sa réplique. En vain, Bordin, qui voyait un acquittement dans les yeux des jurés s'ils délibéraient sur le coup de ces plaidoiries, s'opposa-t-il par des motifs de droit et de fait à ce qu'une nuit de plus jetât ses anxiétés au cœur de ses innocents clients. La cour délibéra. « L'intérêt de la société me semble égal à celui des accusés, » dit le président. « La cour manquerait à toutes les notions d'équité si elle refusait une pareille demande à la défense. Elle doit donc l'accorder à l'accusation. »« Tout est heure et malheur, » dit Bordin en regardant ses clients. « Acquitté ce soir, vous pouvez être condamné demain. »« Dans tous les cas, » dit l'aîné des Cimeuses, « nous ne pouvons que vous admirer. » Mademoiselle de Cinq-Signes avait des larmes aux yeux, après les doutes exprimés par les défenseurs. Elle ne croyait pas à un pareil succès. On la félicitait, et chacun vint lui promettre l'acquittement de ses cousins.
Mais cette affaire allait avoir le coup de théâtre le plus éclatant, le plus sinistre et le plus imprévu qui jamais ait changé la face d'un procès criminel. À 5 heures du matin, le lendemain de la plaidoirie de M. de Granville, le sénateur fut trouvé sur le grand chemin de Troyes, délivré de ses fers pendant son sommeil par des libérateurs inconnus, allant à Troyes, ignorant le procès, ne sachant pas le retentissement de son nom en Europe, et heureux de respirer l'air. L'homme qui servait de pivot à ce drame fut aussi stupéfait de ce qu'on lui apprit que ceux qui le rencontrèrent le furent de le voir. On lui donna la voiture d'un fermier et il arriva rapidement à Troyes chez le préfet. Le préfet prévint aussitôt le directeur du jury, le commissaire du gouvernement et l'accusateur public, qui, d'après le récit que leur fit le comte de Gondreville, envoyèrent prendre Marthe au lit chez les Durieux, pendant que le directeur du jury motivait et décernait un mandat d'arrêt contre elle. Mademoiselle de Cinq-Signes, qui n'était en liberté que sous caution, fut également arrachée à l'un des rares moments de sommeil qu'elle obtenait au milieu de ses constantes angoisses, et fut gardée à la préfecture pour y être interrogée. L'ordre de tenir les accusés sans communication possible, même avec les avocats, fut envoyé au directeur de la prison. À 10 heures, la foule assemblée apprit que l'audience était remise à 1 heure après-midi. Ce changement, qui coïncidait avec la nouvelle de la délivrance du sénateur, l'arrestation de Marthe, celle de mademoiselle de Cinq-Signes et la défense de communiquer avec les accusés, portèrent la terreur à l'hôtel de Chargeboeuf. Toute la ville et les curieux venus à Troyes pour assister au procès, les tachygraphes des journaux, le peuple même fut dans un émoi facile à comprendre. L'abbé Goujet vint sur les 10 heures voir monsieur, madame d'Hautesserre et les défenseurs. On déjeunait alors autant qu'on peut déjeuner en de semblables circonstances. Le curé prit Bordin et monsieur de Granville à part. Il leur communiqua la confidence de Marthe et le fragment de la lettre qu'elle avait reçue. Les 2 défenseurs échangèrent un regard, après lequel Bordin dit au curé : « Pas un mot. Tout nous paraît perdu. Faisons au moins bonne contenance. » Marthe n'était pas de force à résister au directeur du jury et à l'accusateur public réunis. D'ailleurs, les preuves abondaient contre elle. Sur l'indication du sénateur, le Chéneau avait envoyé chercher la croûte de dessous du dernier pain apporté par Marthe et qu'il avait laissé dans le caveau, ainsi que les bouteilles vides et plusieurs objets. Pendant les longues heures de sa captivité, Malin avait fait des conjectures sur sa situation et cherché les indices qui pouvaient le mettre sur la trace de ses ennemis. Il communiqua naturellement ses observations au magistrat. La ferme de Michu, récemment bâtie, devait avoir un four neuf, les tuiles et les briques sur lesquelles reposait le pain offrant un dessin quelconque de joint. On pouvait avoir la preuve de la préparation de son pain dans ce four, en prenant l'empreinte de l'air dont les rayures se retrouvaient sur cette croûte. Puis, les bouteilles, cachetées en cire verte, étaient sans doute pareilles aux bouteilles qui se trouvaient dans la cave de Michu. Ces subtiles remarques, dites au juge de paix qui alla faire les perquisitions en présence de Marthe, amenèrent les résultats prévus par le sénateur. Victime de la bonhomie apparente avec laquelle le Chéneau, l'accusateur public et le commissaire du gouvernement lui firent apercevoir que des aveux complets pouvaient seuls sauver la vie à son mari, au moment où elle fut terrassée par ces preuves évidentes, Marthe avoua que la cachette où le sénateur avait été mis n'était connue que de Michu, de messieurs de Simeuse et d'Hautesserre, et qu'elle avait apporté des vivres au sénateur à 3 reprises pendant la nuit. Laurence, interrogée sur la circonstance de la cachette, fut forcée d'avouer que Michu l'avait découverte et la lui avait montrée avant l'affaire pour y soustraire les gentilshommes aux recherches de la police. Aussitôt ces interrogatoires terminés, le jury, les avocats, furent avertis de la reprise de l'audience. À 3 heures, le président ouvrit la séance en annonçant que les débats allaient recommencer sur de nouveaux éléments. Le président fit voir à Michu 3 bouteilles de vin et lui demanda s'il les reconnaissait pour des bouteilles à lui, en lui montrant la parité de la cire de 2 bouteilles vides avec celle d'une bouteille pleine, prise dans la matinée, à la ferme, par le juge de paix, en présence de sa femme. Michu ne voulut pas les reconnaître pour siennes.
Mais ces nouvelles pièces à conviction furent appréciées par les jurés auxquels le président expliqua que les bouteilles vides venaient d'être trouvées dans le milieu où le sénateur avait été détenu. Chaque accusé fut interrogé relativement au caveau situé sous les ruines du monastère. Il fut acquis au débat, après un nouveau témoignage de tous les témoins à charge et à décharge, que cette cachette, découverte par Michu, n'était connue que de lui, de Laurence et des 4 gentilshommes. On peut juger de l'effet produit sur l'audience et sur les jurés quand l'accusateur public annonça que ce caveau, connu seulement des accusés et de 2 des témoins, avait servi de prison au sénateur. Marthe fut introduite. Son apparition causa les plus vives anxiétés dans l'auditoire et parmi les accusés. Monsieur de Granville se leva pour s'opposer à l'audition de la femme témoignant contre le mari. L'accusateur public fit observer que, d'après ses propres aveux, Marthe était complice du délit. Elle n'avait ni à prêter serment, ni à témoigner. Elle devait être entendue seulement dans l'intérêt de la vérité. « Nous n'avons d'ailleurs qu'à donner lecture de son interrogatoire devant le directeur du jury, » dit le président, qui fit lire par le greffier le procès-verbal dressé le matin. « Confirmez-vous ces aveux ?» dit le président. Michu regarda sa femme, et Marthe, qui comprit son erreur, tomba complètement évanouie. On peut dire sans exagération que la foudre éclatait sur le banc des accusés et sur leurs défenseurs. « Je n'ai jamais écrit de ma prison à ma femme, et je n'y connais aucun des employés, » dit Michu. Bordin lui passa les fragments de la lettre. Michu n'eut qu'à y jeter un coup d'œil. « Mon écriture a été imitée, » s'écria-t-il. « La dénégation est votre dernière ressource, » dit l'accusateur public. On introduisit alors le sénateur avec les cérémonies prescrites pour sa réception. Son entrée fut un coup de théâtre. Malin, nommé par les magistrats comte de Gondreville sans pitié pour les anciens propriétaires de cette belle demeure, regarda, sur l'invitation du président, les accusés avec la plus grande attention et pendant longtemps. Il reconnut que les vêtements de ses ravisseurs étaient bien exactement ceux des gentilshommes, mais il déclara que le trouble de ses sens au moment de son enlèvement l'empêchait de pouvoir affirmer que les accusés fussent les coupables. « Il y a plus, dit-il. Ma conviction est que ces 4 messieurs n'y sont pour rien. Les mains qui m'ont bandé les yeux dans la forêt étaient grossières. Aussi, dit Malin en regardant Michu, croirais-je plutôt volontiers que mon ancien régisseur s'est chargé de ce soin. Mais je prie messieurs les jurés de bien peser ma déposition. Mes soupçons à cet égard sont très légers, et je n'ai pas la moindre certitude. Voici pourquoi. Les 2 hommes qui se sont emparés de moi m'ont mis à cheval en croupe derrière celui qui m'avait bandé les yeux, et dont les cheveux étaient roux comme ceux de l'accusé Michu. Quelque singulière que soit mon observation, je dois en parler, car elle fait la base d'une conviction favorable à l'accusé, que je prie de ne point s'en choquer. Attaché au dos d'un inconnu, j'ai dû, malgré la rapidité de la course, être affecté de son odeur. Or, je n'ai point reconnu celle particulière à Michu. Quant à la personne qui m'a, par 3 fois, apporté des vivres, je suis certain que cette personne est Marthe, la femme de Michu. La première fois, je l'ai reconnue à une bague que lui a donnée mademoiselle de 5 Cygnes et qu'elle n'avait pas songé à ôter. La justice et messieurs les jurés apprécieront les contradictions qui se rencontrent dans ces faits et que je ne m'explique point encore. » Des murmures favorables et d'unanime approbation accueillirent la déposition de Malin. Bordin sollicita de la cour la permission d'adresser quelques demandes à ce précieux témoin. « Monsieur le sénateur croit donc que sa séquestration tient à d'autres causes que les intérêts supposés par l'accusation aux accusés. »« Certes, dit le sénateur, mais j'ignore ses motifs, car je déclare que, pendant mes 20 jours de captivité, je n'ai vu personne. » « Croyez-vous, dit alors l'accusateur public, que votre château de Gondreville pût contenir des renseignements, des titres ou des valeurs qui puissent y nécessiter une perquisition de messieurs de Simeuse ? » « Je ne le pense pas, dit Malin. Je crois ces messieurs incapables, dans ce cas, de s'en mettre en possession par violence. Ils n'auraient eu qu'à me les réclamer pour les obtenir. Monsieur le sénateur n'a-t-il pas fait brûler papier dans son parc,
dit brusquement M. de Granville. Le sénateur regarda Grévin. Après avoir rapidement échangé un fin coup d'œil avec le notaire et qui fut saisi par Bordin, il répondit ne point avoir brûlé de papier. L'accusateur public, lui ayant demandé des renseignements sur le guet-apens dont il avait failli être la victime dans le parc, et s'il ne s'était pas mépris sur la position du fusil, le sénateur dit que Michu se trouvait alors au guet sur un arbre. Cette réponse, d'accord avec le témoignage de Grévin, produisit une vive impression. Les gentilshommes demeurèrent impassibles pendant la déposition de leur ennemi qui les accablait de sa générosité. Laurence souffrait la plus horrible agonie, et, de moment en moment, le marquis de Chargeboeuf la retenait par le bras. Le comte de Gondreville se retira en saluant les 4 gentilshommes qui ne lui rendirent pas son salut. Cette petite chose indigna les jurés. « Ils sont perdus », dit Bordin à l'oreille du marquis. « Hélas, toujours par la fierté de leurs sentiments », répondit M. de Chargeboeuf. « Notre tâche est devenue trop facile, messieurs, » dit l'accusateur public en se levant et regardant les jurés. Il expliqua l'emploi des 2 sacs de plâtre par le scellement de la broche de fer nécessaire pour accrocher le cadenas qui maintenait la barre avec laquelle la porte du caveau était fermée, et dont la description se trouvait au procès-verbal fait le matin par Pigoux. Il prouva facilement que les accusés seuls connaissaient l'existence du caveau. Il mit en évidence les mensonges de la défense. Il en pulvérisa tous les arguments sous les nouvelles preuves arrivées si miraculeusement. En 1806, on était encore trop près de l'être suprême de 1793 pour parler de la justice divine. Il fit donc grâce aux jurés de l'intervention du ciel. Enfin, il dit que la justice aurait l'œil sur les complices inconnus qui avaient délivré le sénateur, et il s'assit en attendant avec confiance le verdict. Les jurés crurent à un mystère, mais ils étaient tous persuadés que ce mystère venait des accusés qui se taisaient dans un intérêt privé de la plus haute importance. M. de Granville, pour qui une machination quelconque devenait évidente, se leva. Mais il parut accablé, quoiqu'il le fût moins des nouveaux témoignages survenus que de la manifeste conviction des jurés. Il surpassa peut-être sa plaidoirie de la veille. Ce second plaidoyer fut plus logique et plus serré peut-être que le premier. Mais il sentit sa chaleur repoussée par la froideur du jury. Il parlait inutilement, et il le voyait. Situation horrible et glaciale. Il fit remarquer combien la délivrance du sénateur opérée comme par magie, et bien certainement sans le secours d'aucun des accusés, ni de Marthe, corroborait ses premiers raisonnements. Assurément, hier, les accusés pouvaient croire à leur acquittement. Et s'ils étaient, comme l'accusation le suppose, maîtres de détenir ou de relâcher le sénateur, ils ne l'eussent délivré qu'après le jugement. Il essaya de faire comprendre que des ennemis cachés dans l'ombre pouvaient seuls avoir porté ce coup. Chose étrange, M. de Granville ne jeta le trouble que dans la conscience de l'accusateur public et dans celle des magistrats, car les jurés l'écoutaient par devoir. L'audience elle-même, toujours si favorable aux accusés, était convaincue de leur culpabilité. Il y a une atmosphère des idées. Dans une cour de justice, les idées de la foule pèsent sur les juges, sur les jurés, et réciproquement. En voyant cette disposition des esprits qui se reconnaît ou se sent, le défenseur arriva dans ses dernières paroles à une sorte d'exaltation fébrile causée par sa conviction. « Au nom des accusés, je vous pardonne d'avance une fatale erreur que rien ne dissipera !» s'écria-t-il. « Nous sommes tous le jouet d'une puissance inconnue et machiavélique. Marthe Michu est victime d'une odieuse perfidie, et la société s'en apercevra quand les malheurs seront irréparables. » Bordin s'arma de la déposition du sénateur pour demander l'acquittement des gentilshommes. Le président résuma les débats avec d'autant plus d'impartialité que les jurés étaient visiblement convaincus. Il fit même pencher la balance en faveur des accusés
en appuyant sur la déposition du sénateur. Cette gracieuseté ne compromettait point le succès de l'accusation. À 11 heures du soir, d'après les différentes réponses du chef du jury, la cour condamna Michu à la peine de mort, messieurs de Simeuse à 24 ans et les deux d'Hautesserre à 10 ans de travaux forcés. Gothard fut acquitté. Toute la salle voulut voir l'attitude des 5 coupables dans le moment suprême où, amenés, libres, devant la cour, ils entendraient leur condamnation. Les 4 gentilshommes regardèrent Laurence, qui leur jeta d'un œil sec le regard enflammé des martyrs. « Elle pleurerait si nous étions acquittés, » dit le cadet des Simeuses à son frère. Jamais accusés n'opposèrent des fronts plus sereins ni une contenance plus digne à une injuste condamnation que ces 5 victimes d'un horrible complot. « Notre défenseur vous a pardonné, » dit l'aîné des Simeuses en s'adressant à la cour. Madame d'Hautesserre tomba malade et resta pendant 3 mois au lit à l'hôtel de Chargeboeuf. Le bonhomme d'Hautesserre retourna paisiblement à Cinq-Signes. Mais, rongé par une de ces douleurs de vieillard qui n'ont aucune des distractions de la jeunesse, il eut souvent des moments d'absence qui prouvaient au curé que ce pauvre père était toujours au lendemain du fatal arrêt. On n'eut pas à juger la belle Marthe. Elle mourut en prison, 20 jours après la condamnation de son mari, recommandant son fils à Laurence, entre les bras de laquelle elle expira. Une fois le jugement connu, des événements politiques de la plus haute importance étouffèrent le souvenir de ce procès dont il ne fut plus question. La société procède comme l'océan. Elle reprend son niveau, son allure après un désastre, et en efface la trace par le mouvement de ses intérêts dévorants. Sans sa fermeté d'âme et sa conviction de l'innocence de ses cousins, Laurence aurait succombé. Mais elle donna de nouvelles preuves de la grandeur de son caractère. Elle étonna M. de Granville et Bordin par l'apparente sérénité que les malheurs extrêmes impriment aux belles âmes. Elle veillait et soignait Madame d'Hautesserre, et allait tous les jours 2 heures à la prison. Elle dit qu'elle épouserait un de ses cousins quand il serait au bagne. « Au bagne !» s'écria Bordin. « Mais, mademoiselle, ne pensons plus qu'à demander leur grâce à l'empereur. »« Leur grâce ? Et à un Bonaparte ?» s'écria Laurence avec horreur. Les lunettes du vieux digne procureur lui sautèrent du nez. Il les saisit avant qu'elles ne tombassent, regarda la jeune personne qui maintenant ressemblait à une femme. Il comprit ce caractère dans toute son étendue. Il prit le bras du marquis de Chargeboeuf et lui dit « Monsieur le marquis, courons à Paris les sauver sans elle. » Le pourvoi de messieurs de Simeuse, d'Hautesserre et de Michu fut la première affaire que dut juger la Cour de cassation. L'arrêt fut donc heureusement retardé par les cérémonies de l'installation de la Cour. Vers la fin du mois de septembre, après 3 audiences prises par les plaidoiries et par le procureur général Merlin, qui porta lui-même la parole, le pourvoi fut rejeté. La Cour impériale de Paris était instituée. M. de Granville y avait été nommé substitut du procureur général, et le département de l'Aube, se trouvant dans la juridiction de cette cour, il lui fut possible de faire au cœur de son ministère des démarches en faveur des condamnés. Il fatigua Cambacérès, son protecteur. Bordin et M. de Chargeboeuf vinrent le lendemain matin de l'arrêt dans son hôtel au Marais, où ils le trouvèrent dans la lune de miel de son mariage, car dans l'intervalle, il s'était marié. Malgré tous les événements qui s'étaient accomplis dans l'existence de son ancien avocat, M. de Chargeboeuf vit bien à l'affliction du jeune substitut qu'il restait fidèle à ses clients. Certains avocats, les artistes de la profession, font de leur cause des maîtresses. Le cas est rare, ne vous y fiez pas. Dès que ses anciens clients et lui furent seuls dans son cabinet, M. de Granville dit au marquis « Je n'ai pas attendu votre visite. J'ai déjà même usé tout mon crédit. N'essayez pas de sauver Michu. Vous n'auriez pas la grâce de messieurs de Simeuse. Il faut une victime. »« Mon Dieu !» dit Bordin en montrant au jeune magistrat les 3 pourvois en grâce. « Puis-je prendre sur moi de supprimer la demande de votre ancien client ?
Jeter ce papier au feu, c'est lui couper la tête. » Il présenta le blanc-seing de Michu. M. de Grandville le prit et le regarda. « Nous ne pouvons pas le supprimer. Mais, sachez-le, si vous demandez tout, vous n'obtiendrez rien. »« Avons-nous le temps de consulter Michu ?» dit Bordin. « Oui, l'ordre d'exécution regarde le parquet du procureur général, et nous pouvons vous donner quelques jours. »« On tue les hommes, dit-il, avec une sorte d'amertume. Mais on y met des formes, surtout à Paris. » Monsieur de Chargeboeuf avait eu déjà, chez le grand juge, des renseignements qui donnaient un poids énorme à ces tristes paroles de monsieur de Grandville. « Michu est innocent, je le sais, je le dis, » reprit le magistrat. « Mais que peut-on seul contre tous ? Et songez que mon rôle est de me taire aujourd'hui. Je dois faire dresser l'échafaud où mon ancien client sera décapité. » Monsieur de Chargeboeuf connaissait assez Laurence pour savoir qu'elle ne consentirait pas à sauver ses cousins aux dépens de Michu. Le marquis essaya donc une dernière tentative. Il avait fait demander une audience au ministre des Relations extérieures pour savoir s'il existait un moyen de salut dans la haute diplomatie. Il prit avec lui Bordin, qui connaissait le ministre et lui avait rendu quelques services. Les deux vieillards trouvèrent Talleyrand absorbé dans la contemplation de son feu, les pieds en avant, la tête appuyée sur sa main, le coude sur la table, le journal à terre. Le ministre venait de lire l'arrêt de la Cour de cassation. « Veuillez vous asseoir, monsieur le marquis, » dit le ministre. « Et vous, Bordin, » ajouta-t-il en lui indiquant une place devant lui à sa table. « Écrivez. »« Sire, 4 gentilshommes innocents, déclarés coupables par le jury, viennent de voir leur condamnation confirmée par votre Cour de cassation. Votre Majesté impériale ne peut plus que leur faire grâce. Ces gentilshommes ne réclament cette grâce de votre auguste clémence que pour avoir l'occasion d'utiliser leur mort en combattant sous vos yeux, et se disent, de votre Majesté impériale et royale, avec respect, les, etc. « Il n'y a que les princes pour savoir obliger ainsi, » dit le marquis de Chargeboeuf, en prenant des mains de Bordin cette précieuse minute de la pétition à faire signer aux 4 gentilshommes et pour laquelle il se promit d'obtenir d'augustes apostilles. « La vie de vos parents, monsieur le marquis, » dit le ministre, « est remise au hasard des batailles. Tâchez d'arriver le lendemain d'une victoire. Ils seront sauvés. » Il prit la plume. Il écrivit lui-même une lettre confidentielle à l'empereur, une de 10 lignes au maréchal Duroc, puis il sonna, demanda à son secrétaire un passeport diplomatique et dit tranquillement au vieux procureur « Quelle est votre opinion sérieuse sur ce procès ?»« Ne savez-vous donc pas, monseigneur, qui nous a si bien entortillés ?»« Je le présume, mais j'ai des raisons pour chercher une certitude, » répondit le prince. Retournez à Troyes, amenez-moi la comtesse de Cinq-Signes, demain, ici, à pareille heure, mais secrètement. Passez chez madame de Talleyrand, que je préviendrai de votre visite. Si mademoiselle de Cinq-Signes, qui sera placée de manière à voir l'homme que j'aurai debout devant moi, le reconnaît pour être venu chez elle dans le temps de la conspiration de messieurs de Polignac et de Rivière, quoi que je dise, quoi qu'il réponde, pas un geste, pas un mot. Ne pensez d'ailleurs qu'à sauver messieurs de Simeuse. N'allez pas vous embarrasser de votre mauvais drôle de garde-chasse. « Un homme sublime, monseigneur !» s'écria Bordin. « De l'enthousiasme ? Et chez vous, Bordin ? Cet homme est alors quelque chose. Notre souverain a prodigieusement d'amour-propre, monsieur le marquis, dit-il en changeant de conversation. Il va me congédier pour pouvoir faire des folies sans contradiction. C'est un grand soldat qui sait changer les lois de l'espace et du temps, mais il ne saurait changer les hommes, et il voudrait les fondre à son usage. Maintenant, n'oubliez pas que la grâce de vos parents ne sera obtenue que par une seule personne, par mademoiselle de Cinq-Signes. » Le marquis partit seul pour Troyes et dit à Laurence l'état des choses. Laurence obtint du procureur impérial la permission de voir Michu, et le marquis l'accompagna jusqu'à la porte de la prison, où il l'attendit. Elle sortit, les yeux baignés de larmes.
Le pauvre homme, dit-elle, a essayé de se mettre à mes genoux, pour me prier de ne plus songer à lui, sans penser qu'il avait les fers aux pieds. Ah, marquis, je plaiderai sa cause. Oui, j'irai baiser la botte de leur empereur. Et si j'échoue, eh bien, cet homme vivra, par mes soins, éternellement dans notre famille. Présentez son pourvoi en grâce, pour gagner du temps. Je veux avoir son portrait. Partons. Le lendemain, quand le ministre apprit par un signal convenu que Laurence était à son poste, il sonna, son huissier vint et reçut l'ordre de laisser entrer M. Corentin. « Mon cher, vous êtes un habile homme, lui dit Talleyrand, et je veux vous employer. »« Monseigneur, écoutez, en servant Fouché, vous aurez de l'argent, et jamais d'honneur ni de position avouable. Mais en me servant toujours, comme vous venez de le faire à Berlin, vous aurez de la considération. Monseigneur est bien bon. Vous avez déployé du génie dans votre dernière affaire à Gondreville. »« De quoi monseigneur parle-t-il » dit Corentin en prenant un air ni trop froid, ni trop surpris. « Monsieur, » répondit sèchement le ministre, « vous n'arriverez à rien. Vous craignez. »« Quoi, monseigneur ?»« La mort, » dit le ministre, de sa belle voix profonde et creuse. « Adieu, mon cher. »« C'est lui, » dit le marquis de Chargeboeuf en entrant. « Nous avons failli tuer la comtesse, elle étouffe. »« Il n'y a que lui capable de jouer de pareils tours, » répondit le ministre. « Monsieur, vous êtes en danger de ne pas réussir, » reprit le prince. « Prenez ostensiblement la route de Strasbourg. Je vais vous envoyer en blanc de double passeport. Ayez des sosies, changez de route habilement et surtout de voiture. Laissez arrêter à Strasbourg vos sosies à votre place. Gagnez la Prusse par la Suisse et par la Bavière. Pas un mot et de la prudence. Vous avez la police contre vous. Et vous ne savez pas ce que c'est que la police. » Mademoiselle de Cinq-Signes offrit à Robert Lefebvre une somme suffisante pour le déterminer à venir à Troyes faire le portrait de Michu, et M. de Granville promit à ce peintre, alors célèbre, toutes les facilités possibles. M. de Chargeboeuf partit dans son vieux berlingot avec Laurence et avec un domestique qui parlait allemand. Mais, vers Nancy, il rejoignit Gothard et mademoiselle Goujet qui les avaient précédés dans une excellente calèche. Il leur prit cette calèche et leur donna le berlingot. Le ministre avait raison. À Strasbourg, le commissaire général de police refusa de viser le passeport des voyageurs en leur opposant des ordres absolus. En ce moment même, le marquis et Laurence sortaient de France par Besançon avec les passeports diplomatiques. Laurence traversa la Suisse dans les premiers jours du mois d'octobre, sans accorder la moindre attention à ces magnifiques pays. Elle était au fond de la calèche, dans l'engourdissement où tombe le criminel quand il sait l'heure de son supplice. Toute la nature se couvre alors d'une vapeur bouillante, et les choses les plus vulgaires prennent une tournure fantastique. Cette pensée, si je ne réussis pas, il se tue, retombait sur son âme comme, dans le supplice de la roue, tombait jadis la barre du bourreau sur les membres du patient. Elle se sentait de plus en plus brisée, elle perdait toute son énergie dans l'attente du cruel moment, décisif et rapide, où elle se trouverait face à face avec l'homme de qui dépendait le sort des 4 gentilshommes. Elle avait pris le parti de se laisser aller à son affaissement pour ne pas dépenser inutilement son énergie. Incapable de comprendre ce calcul des âmes fortes et qui se traduit diversement à l'extérieur, car dans ces attentes suprêmes, certains esprits supérieurs s'abandonnent à une gaieté surprenante, le marquis avait peur de ne pas amener Laurence vivante jusqu'à cette rencontre solennelle seulement pour eux, mais qui certes dépassait les proportions ordinaires de la vie privée. Pour Laurence, s'humilier devant cet homme, objet de sa haine et de son mépris, emportait la mort de tous ses sentiments généreux. « Après cela, dit-elle, la Laurence qui survivra ne ressemblera plus à celle qui va périr. » Néanmoins, il fut bien difficile aux 2 voyageurs de ne pas apercevoir l'immense mouvement d'hommes et de choses dans lequel ils entrèrent, une fois en Prusse. La campagne d'Iéna était commencée. Laurence et le marquis voyaient les magnifiques divisions de l'armée française s'allongeant et paradant comme aux Tuileries. Dans ces déploiements de la splendeur militaire,
qui ne peuvent se dépeindre qu'avec les mots et les images de la Bible, l'homme qui animait ces masses prit des proportions gigantesques dans l'imagination de Laurence. Bientôt, les mots de victoire retentirent à son oreille. Les armées impériales venaient de remporter 2 avantages signalés. Le prince de Prusse avait été tué la veille du jour où les 2 voyageurs arrivèrent à Saalfeld. Tâchant de rejoindre Napoléon, qui allait avec la rapidité de la foudre. Enfin, le 13 octobre, date de mauvais augure, Mademoiselle de Cinq-Signes longeait une rivière au milieu des corps de la grande armée, ne voyant que confusion, renvoyée d'un village à l'autre et de division en division, épouvantée de se voir seule avec un vieillard, ballotté dans un océan de 150 000 hommes, qui en visait 150 000 autres. Fatiguée de toujours apercevoir cette rivière par-dessus les haies d'un chemin boueux qu'elle suivait sur une colline, elle en demanda le nom à un soldat. « C'est la Saale, dit-il, en lui montrant l'armée prussienne groupée par grandes masses de l'autre côté de ce cours d'eau. La nuit venait. Laurence voyait s'allumer des feux et briller des armes. Le vieux marquis, dont l'intrépidité fut chevaleresque, conduisait lui-même, à côté de son nouveau domestique, 2 bons chevaux achetés la veille. Le vieillard savait bien qu'il ne trouverait ni postillons ni chevaux en arrivant sur un champ de bataille. Tout à coup, l'audacieuse calèche, objet de l'étonnement de tous les soldats, fut arrêtée par un gendarme de la gendarmerie de l'armée qui vint à bride abattue sur le marquis en lui criant « Qui êtes-vous ? Où allez-vous ? Que demandez-vous » ? « L'empereur, dit le marquis de Chargeboeuf. J'ai une dépêche importante des ministres pour le grand maréchal Duroc. »« Eh bien, vous ne pouvez pas rester là, dit le gendarme. Mademoiselle de Cinq-Signes et le marquis furent d'autant plus obligés de rester là que le jour allait cesser. « Où sommes-nous » dit mademoiselle de Cinq-Signes en arrêtant 2 officiers qu'elle vit venir et dont l'uniforme était caché par des surtouts en drap. « Vous êtes en avant de l'avant-garde de l'armée française, madame, lui répondit un des 2 officiers. Vous ne pouvez même rester ici, car si l'ennemi faisait un mouvement et que l'artillerie joua, vous seriez entre 2 feux. Ah, dit-elle d'un air indifférent. Sur ce ah, l'autre officier dit. Comment cette femme se trouve-t-elle là? Nous attendons, répondit-elle. Un gendarme qui est allé prévenir monsieur Duroc. En qui nous trouverons un protecteur pour pouvoir parler à l'empereur. Parler à l'empereur, dit le premier officier. Y pensez-vous, à la veille d'une bataille décisive? Ah, vous avez raison, dit-elle. Je ne dois lui parler qu'après-demain. La victoire le rendra doux. Les 2 officiers allèrent se placer à 20 pas de distance sur leurs chevaux immobiles. La calèche fut alors entourée par un escadron de généraux, de maréchaux, d'officiers, tous extrêmement brillants et qui respectèrent la voiture, précisément parce qu'elle était là. « Mon Dieu, dit le marquis à mademoiselle de Cinq-Signes, j'ai peur que nous n'ayons parlé à l'empereur. »« L'empereur » dit un colonel général. « Mais le voilà !» Laurence aperçut alors à quelques pas, en avant et seul, celui qui s'était écrié. « Comment cette femme se trouve-t-elle là ?» L'un des 2 officiers, l'empereur enfin, vêtu de sa célèbre redingote mise par-dessus un uniforme vert, était sur un cheval blanc richement caparaçonné. Il examinait, avec une lorgnette, l'armée prussienne au-delà de la salle. Laurence comprit alors pourquoi la calèche restait là et pourquoi l'escorte de l'empereur la respectait. Elle fut saisie d'un mouvement convulsif. L'heure était arrivée. Elle entendit alors le bruit sourd de plusieurs masses d'hommes et de leurs armes s'établissant au pas accéléré sur ce plateau. Les batteries semblaient avoir un langage, les caissons retentissaient et les reins pétillaient. « Le maréchal Lannes prendra position avec tout son corps en avant. Le maréchal Lefebvre et la garde occuperont ce sommet, » dit l'autre officier qui était le major général Berthier. L'empereur descendit. Au premier mouvement qu'il fit, on s'empressa de venir tenir son cheval. Laurence était stupide d'étonnement. Elle ne croyait pas à tant de simplicité. « Je passerai la nuit sur ce plateau, » dit l'empereur. En ce moment, le grand maréchal Duroc, que le gendarme avait enfin trouvé, vint au marquis de Chargeboeuf
et lui demanda la raison de son arrivée. Le marquis lui répondit qu'une lettre écrite par le ministre des Relations extérieures lui dirait combien il était urgent qu'ils obtinssent mademoiselle de Cinq-Signes et lui une audience de l'empereur. « Sa Majesté va dîner sans doute à son bivouac, » dit Duroc en prenant la lettre, « et quand j'aurai vu ce dont il s'agit, je vous ferai savoir si cela se peut. »« Brigadier, » dit-il au gendarme, « accompagnez cette voiture et menez-la près de la cabane en arrière. » Monsieur de Chargeboeuf suivit le gendarme et arrêta sa voiture derrière une misérable chaumière bâtie en bois et en terre, entourée de quelques arbres fruitiers et gardée par des piquets d'infanterie et de cavalerie. On peut dire que la majesté de la guerre éclatait là dans toute sa splendeur. De ce sommet, les lignes des deux armées se voyaient éclairées par la lune. Après une heure d'attente, remplie par le mouvement perpétuel d'aides de camp partant et revenant, Duroc vint chercher mademoiselle de Cinq-Signes et le marquis de Chargeboeuf, les fit entrer dans la chaumière, dont le plancher était en terre battue comme les aires de grange. Devant une table desservie et devant un feu de bois vert qui fumait, Napoléon était assis sur une chaise grossière. Ses bottes, pleines de boue, attestaient ses courses à travers champs. Il avait ôté sa fameuse redingote. Son célèbre uniforme vert, traversé par son grand cordon rouge, rehaussé par le dessous blanc de sa culotte de casimir et de son gilet, faisait admirablement bien valoir sa figure césarienne et terrible. Il avait la main sur une carte dépliée, placée sur ses genoux. Berthier se tenait debout dans son brillant costume de vice-connétable de l'Empire. Constant, le valet de chambre, présentait à l'empereur son café sur un plateau. « Que voulez-vous » dit-il avec une feinte brusquerie en traversant par le rayon de son regard la tête de Laurence. « Vous ne craignez donc plus de me parler avant la bataille ? De quoi s'agit-il » ? « Sire, dit-elle en le regardant d'un œil non moins fixe, je suis mademoiselle de Cinq-Signes. »« Eh bien, répondit-il d'une voix colère en se croyant bravé par ce regard. « Ne comprenez-vous donc pas ? Je suis la comtesse de Cinq-Signes et je vous demande grâce, dit-elle en tombant à genoux et lui tendant le placet rédigé par Talleyrand, apostillé par l'impératrice, par Cambacérès et par Malin. L'empereur releva gracieusement la suppliante en lui jetant un regard fin et lui dit « Serez-vous sage enfin ? Comprenez-vous ce que doit être l'Empire français ?»« Ah, je ne comprends en ce moment que l'empereur, » dit-elle, vaincue par la bonhomie avec laquelle l'homme du destin avait dit ces paroles qui faisaient pressentir la grâce. « Sont-ils innocents ?» demanda l'empereur. « Tous, » dit-elle avec enthousiasme. « Tous ? Non, le garde-chasse est un homme dangereux qui tuerait mon sénateur sans prendre votre avis. »« Oh, sire, » dit-elle, « si vous aviez un ami qui se fût dévoué pour vous, l'abandonneriez-vous ? » « Ne vous... »« Vous êtes une femme, » dit-il avec une teinte de raillerie. « Et vous, un homme de fer, » lui dit-elle avec une dureté qui lui plut. « Cet homme a été condamné par la justice du pays, » reprit-il. « Mais il est innocent. »« Enfant, » dit-il. Il sortit, prit mademoiselle de Cinq-Signes par la main et l'emmena sur le plateau. « Voici, » dit-il avec son éloquence à lui qui changeait les lâches en braves. « Voici 300 000 hommes. Ils sont innocents, eux aussi. Eh bien, demain, 30 000 hommes seront morts. Morts pour leur pays. Il y a chez les Prussiens, peut-être, un grand mécanicien, un idéologue, un génie qui sera moissonné. De notre côté, nous perdrons certainement des grands hommes inconnus. Enfin, peut-être verrai-je mourir mon meilleur ami. Accuserai-je Dieu ? Non, je me tairai. Sachez, mademoiselle, qu'on doit mourir pour les lois de son pays, comme on meurt ici pour sa gloire, ajouta-t-il en la ramenant dans la cabane. Allez, retournez en France, dit-il en regardant le marquis. Mes ordres vous y suivront. Laurence crut à une commutation de peine pour Michu, et, dans l'effusion de sa reconnaissance, elle plia le genou et baisa la main de l'empereur. « Vous êtes monsieur de Chargeboeuf »
dit alors Napoléon en avisant le marquis. « Oui, sire. »« Vous avez des enfants ? » ?»« Beaucoup d'enfants. »« Pourquoi ne me donneriez-vous pas un de vos petits-fils ? Il serait un de mes pages. »« Ah, voilà le sous-lieutenant qui perce, » pensa Laurence. « Il veut être payé de sa grâce. » Le marquis s'inclina sans répondre. Heureusement, le général Rapp se précipita dans la cabane. « Sire, la cavalerie de la garde et celle du grand-duc de Berg ne pourront pas rejoindre demain avant midi. »« N'importe, » dit Napoléon en se tournant vers Berthier. « Il est des heures de grâce pour nous aussi. Sachons en profiter. » Sur un signe de main, le marquis et Laurence se retirèrent et montèrent en voiture. Le brigadier les mit dans leur route et les conduisit jusqu'à un village où ils passèrent la nuit. Le lendemain, tous deux, ils s'éloignèrent du champ de bataille au bruit de 800 pièces de canon qui grondèrent pendant 10 heures et apprirent l'étonnante victoire d'Iéna. 8 jours après, ils entraient dans les faubourgs de Troyes. Un ordre du grand juge, transmis au procureur impérial près le tribunal de première instance de Troyes, ordonnait la mise en liberté sous caution des gentilshommes en attendant la décision de l'empereur et roi. Mais, en même temps, l'ordre pour l'exécution de Michu fut expédié par le parquet. Ces ordres étaient arrivés le matin même. Laurence se rendit alors à la prison, sur les 2 heures, en habit de voyage. Elle obtint de rester auprès de Michu, à qui l'on faisait la triste cérémonie, appelée la toilette. Le bon abbé Goujet, qui avait demandé à l'accompagner jusqu'à l'échafaud, venait de donner l'absolution à cet homme qui se désolait de mourir dans l'incertitude sur le sort de ses maîtres. Aussi, quand Laurence se montra, poussa-t-il un cri de joie. « Je puis mourir, dit-il. »« Ils sont graciés. Je ne sais à quelles conditions, » répondit-elle. « Mais ils le sont, et j'ai tout tenté pour toi, mon ami, malgré leur avis. Je croyais t'avoir sauvé, mais l'empereur m'a trompé par gracieuseté de souverain. » « Il était écrit là-haut, » dit Michu, « que le chien de garde devait être tué à la même place que ses vieux maîtres. » La dernière heure se passa rapidement. Michu, au moment de partir, n'osait demander d'autre faveur que de baiser la main de mademoiselle de Cinq-Signes. Mais elle lui tendit ses joues et se laissa saintement embrasser par cette noble victime. Michu refusa de monter en charrette. « Les innocents doivent aller à pied, dit-il. » Il ne voulut pas que l'abbé Goujet lui donnât le bras. Il marcha dignement et résolument jusqu'à l'échafaud. Au moment de se coucher sur la planche, il dit à l'exécuteur, en le priant de rabattre sa redingote qui lui montait sur le cou. « Mon habit vous appartient. Tâchez de ne pas l'entamer. » À peine les 4 gentilshommes eurent-ils le temps de voir mademoiselle de Cinq-Signes. Un planton du général commandant la division militaire leur apporta des brevets de sous-lieutenant dans le même régiment de cavalerie, avec l'ordre de rejoindre aussitôt à Bayonne le dépôt de leur corps. Après des adieux déchirants, car ils eurent tous un pressentiment de l'avenir, mademoiselle de Cinq-Signes rentra dans son château désert. Les 2 frères moururent ensemble, sous les yeux de l'empereur, à Somosierra, l'un défendant l'autre, tous 2 déjà chefs d'escadron. Leur dernier mot fut « Laurence, si, meurt !» L'aîné des Dotzer mourut colonel à l'attaque de la redoute de la Moskowa, où son frère prit sa place. Adrien, nommé général de brigade à la bataille de Dresde, y fut grièvement blessé et put revenir se faire soigner à Cinq-Signes. En essayant de sauver ce débris des 4 gentilshommes qu'elle avait vus un moment autour d'elle, la comtesse, alors âgée de 32 ans, l'épousa. Mais elle lui offrit un cœur flétri qu'il accepta. Les gens qui aiment ne doutent de rien, ou doutent de tout. La Restauration trouva Laurence sans enthousiasme. Les Bourbons venaient trop tard pour elle. Néanmoins, elle n'eut pas à se plaindre. Son mari, nommé pair de France, avec le titre de marquis de Cinq-Signes, devint lieutenant général en 1816 et fut récompensé par le cordon bleu des éminents services qu'il rendit alors. Le fils de Michu,
de qui Laurence prit soin comme de son propre enfant, fut reçu avocat en 1816. Après avoir exercé pendant 2 ans sa profession, il fut nommé juge suppléant au tribunal d'Alençon, et de là passa procureur du roi au tribunal d'Arcy en 1827. Laurence, qui avait surveillé l'emploi des capitaux de Michu, remit à ce jeune homme une inscription de 12 000 livres de rente le jour de sa majorité. Plus tard, elle lui fit épouser la riche mademoiselle Girel de Troyes. Le marquis de Cinq-Signes mourut en 1829 entre les bras de Laurence, de son père, de sa mère et de ses enfants qu'il adorait. Lors de sa mort, personne n'avait encore pénétré le secret de l'enlèvement du sénateur. Louis XVIII ne se refusa point à réparer les malheurs de cette affaire. Mais il fut muet sur les causes de ce désastre avec la marquise de Cinq-Signes, qui le crut alors complice de la catastrophe.